La nature et l'identité du syndicalisme français se forgent dans la douleur. Les dispositions prises au cours de la Révolution française, à l'encontre des premières associations ouvrières, vont profondément marquer l'avenir du mouvement syndical jusqu'à nos jours. Au début du XIXe siècle, il n'existe aucune législation sociale et la majorité de la population française vit dans la misère. Pour se protéger et se défendre contre les aléas du monde du travail, différentes corporations mettent en place des sociétés de secours mutuels tolérées par l'État. À mesure que les conditions économiques se dégradent, les grèves, les bris de machines et les émeutes de subsistance se succèdent, et les sociétés de secours mutuels vont peu à peu servir de base à l'action de résistance, comme à Lyon en 1830. Déçus par l'instauration d'un cens et accablés par la baisse des tarifs, les ouvriers en soie, aussi appelés canuts, décident de réclamer une augmentation de salaire à leur maître. La révolte est écrasée au terme d'une répression sanglante. Malgré l'échec de ce mouvement, l'impact sur les mentalités de l'époque est énorme. Pour la première fois, un groupe d'ouvriers s'est massivement rebellé et de manière organisée contre l'ordre établi. La révolte des canuts a profondément renforcé la volonté d'acquérir une autonomie face au patron et donc le sentiment d'appartenir à une classe sociale distincte. Dès lors, un cycle de révoltes ouvrières et de répression commence. Très vite, les ouvriers sont de tous les combats et perçus à ce titre comme des instruments privilégiés pour causer la chute de Louis-Philippe en 1848. La participation des ouvriers à la Révolution de 1848 est décisive. En 3 journées, la monarchie est emportée. Désormais, la Nouvelle République proclame le droit d'association pour les ouvriers, le droit au travail, le suffrage universel pour les hommes et réduit la journée de travail. La répression de juin 1848 fait plus de 3000 morts et 15 000 personnes sont déportées sans jugement. L'ouvrier organisé redevient suspect aux yeux de l'État. Une fois de plus, la répression prend le pas sur toute autre forme de négociation. En quelques jours, près de 30 000 communards sont massacrés dans les rues de Paris. 20 000 sont emprisonnés ou déportés. La répression décapite le mouvement ouvrier révolutionnaire. Il faudra attendre plus d'une décennie pour que les associations ouvrières reprennent leur essor. Mais face au développement massif et inéluctable de la classe ouvrière, l'État se décide enfin à légiférer en faveur du monde du travail. L'identité de la Confédération générale du travail, majoritairement anarchiste et révolutionnaire, est le fruit d'un siècle de répression et de clandestinité. Pour la CGT, comme pour l'ensemble du monde ouvrier français, les luttes syndicales ne font que commencer. Les anarcho-syndicalistes s'affirment au détriment des réformistes, renforçant ainsi la méfiance de la CGT à l'égard de l'État et la nécessité d'imposer le principe de la grève générale. En 1891, à Fourmies, une charge policière se solde par 9 morts. Au début du XXe siècle, de nombreux dirigeants syndicalistes sont emprisonnés. Des militants sont révoqués, d'autres sont tués comme à Draveil en 1908. La charte d'Amiens en 1906 confirme la voie choisie par la CGT, celle d'un syndicalisme révolutionnaire marqué par la lutte des classes, l'indépendance politique, l'expropriation des capitalistes et la grève générale.
En 1906, la catastrophe de Courrières fait plus de 1100 morts. Elle provoque une grève générale des mineurs du Pas-de-Calais, pour qui les compagnies minières portent la plus grande responsabilité de cette tragédie. Soutenus par la CGT, les Gueules Noires déclenchent une grève générale. Plus de 60 000 mineurs suivent le mouvement, réclament une augmentation de salaire et le maintien des veuves dans leur logement. Paniquée, la direction en appelle au ministre de l'Intérieur, Georges Clemenceau, qui débarque à Courrières avec 20 000 soldats. La rébellion est matée en quelques jours à coups de crosse. 1911. Jean Jaurès, député du Tarn et directeur du journal L'Humanité, s'inquiète à l'Assemblée du spectre de la guerre qui plane sur l'Europe. 3 ans plus tard, le 31 juillet 1914, Jaurès, chantre du pacifisme, est assassiné. Paris se réveille en deuil. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie et 2 jours plus tard, à la France. Le 4 août, 3 jours après la mobilisation générale, plus d'1 million de personnes assistent à l'enterrement de Jean Jaurès. Le gouvernement retient son souffle. Que va faire la CGT? Léon Jouot, son secrétaire général, prend la parole et avec émotion déclare « Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l'envahisseur. »